Existe-t-il deux Jean-Luc Mélenchon, comme il y avait Gainsbourg et Gainsbar, comme il existe Dr Renaud et Mister Renard? Il y a le tribun des meetings, l'orateur brillant, le prédicateur qui électrise les foules. Et puis, il y a l'homme qui éructe l'anathème. Bernard Cazeneuve est un assassin. Tel journaliste de l'émission C'est à vous est une hyène. Un autre est qualifié de salcon. Même François Hollande n'échappe pas à lire Mélenchonienne, qualifié de pauvre type il y a quelques jours. Comment Jean-Luc Mélenchon, lyrique, séduisant, pédagogue sur les plateaux, peut-il se transformer en personnage hargneux, odieux, insultant quand il descend de l'estrade? Est-ce par provocation? Mais alors, quelle stratégie et pour quel résultat? À moins qu'il ne dévoile une nature double et que Jean-Luc Mélenchon soit multiple. Quel est le vrai Jean-Luc Mélenchon? Comme beaucoup de ses électeurs, je suis parfois perdu, mais nous allons essayer d'en savoir plus. C'est ambitieux, pourquoi pas, parce qu'il y a une part peut-être de psy là-dedans que nous allons chercher à découvrir. Et pour en parler autour de la table, Charlotte Dornelas, vous êtes journaliste. Bonjour. Merci d'être avec nous. Thomas Guénolé, politologue et auteur du Petit Guide du mensonge en politique. C'est dire si votre petit guide doit beaucoup servir. Pour l'instant, il se vend bien, on est content. Oui, ouais. Ça, je ne sais pas qui l'achète, si ce sont les acteurs ou ceux qui écoutent. Il y a des acteurs politiques qui l'ont lu, effectivement, de temps en temps. Je retrouve des éléments de langage, c'est amusant. Oui, et vous êtes également chercheur associé à l'IRIS avec Pascal Boniface. Nous attendons d'une seconde à l'autre Éric Coquerel, qui est député de la France Insoumise, et Olivier D'Artigol, qui est le porte-parole du Parti communiste, pour parler donc ce matin de Jean-Luc Mélenchon. Mais nous serons également au téléphone avec Denis Siffer, si tout va bien, qui est éditorialiste à Politis. J'accueille sur le plateau Olivier D'Artigol, qui fait son entrée sur le plateau. Bonjour. Bonjour. On va parler de Jean-Luc Mélenchon ce matin, comme vous le savez. On disait qu'il y avait peut-être deux Jean-Luc Mélenchon, et on va essayer de savoir quel est le vrai, j'allais dire le vrai du faux. Non, peut-être qu'ils sont simplement deux à cohabiter. Très bien, très bien. Mais avant cela, on va revenir sur ce qui s'est passé hier, parce que nous avons parlé de la journée de la jupe hier à Nantes. C'est peut-être une information dont vous êtes au courant. Les chauffeurs de bus réclamaient un Bermuda. Eh bien, ils l'auront, figurez-vous. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de canicule à partir d'aujourd'hui. Donc là, vous voyez la personne qu'on a interrogée hier, qui était avec nous, qui avait pris la jupe, en l'occurrence de sa belle-mère, figurez-vous. Et il a donc travaillé avec la jupe de sa belle-mère toute la journée, et il réclamait un Bermuda qui n'était pas dans le vestiaire. Il y avait une tenue officielle pour les chauffeurs de bus. Eh bien, finalement, ça s'est arrangé. Et c'était une inégalité. Le climat tropical nantais est connu, hein, bien évidemment. Et les chauffeurs de bus pourront... On peut légaliser le kilt, hein, c'est encore plus simple. Oui, sinon que c'est pas notre tradition. Vous avez envie d'être en kilt, vous, dans la rue? C'est pas une envie qui me taraude et c'est pas le sujet inégalité homme-femme que j'aurais cité en premier, mais pourquoi pas? Bon, en tout cas, ils ont réussi leur coup médiatiquement. C'était assez rigolo parce qu'on tape parfois sur les syndicats. Là, c'était plutôt marrant comme manière de faire parler de son problème. Et en plus, ça a été efficace. On parle donc de Jean-Luc Mélenchon à l'instant. Je vous propose d'écouter une de ses dernières sorties qui est significative. C'est ce qu'il disait sur Cédric Villani. C'était il y a quelques jours. Bon, le matheux. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon. D'abord, il se trompe parce qu'un contrat de travail, il lui a répondu, Cédric Villani. Oui, il lui a répondu de manière très très habile d'ailleurs sur Twitter. Qu'il avait déjà une expérience des contrats de travail. Exactement, puisqu'il dirige l'Institut Henri Poincaré, donc il s'est vraiment trompé. Puisqu'il n'est pas que matheux, mais cette manière de qualifier, de caricaturer, d'insulter, pas en l'espèce, parce que c'est pas une insulte, mais c'est quand même une manière de stigmatiser le chercheur. Bon, comment vous décryptez ça? C'est très simple, il n'y a pas un gros effort de décryptage à faire, c'est qu'il est en train de vous décrire la majorité macroniste à l'Assemblée comme étant soit des gens qui ont un regard hostile aux droits des salariés, de par leur trajectoire professionnelle, soit des gens qui n'y connaissent rien parce qu'ils n'ont aucune expérience des relations de contrat de travail. Et ils citent, par exemple, les chercheurs,
les chercheurs en général, et ici dedans le fameux matheux, mais manifestement en ignorant à ce moment-là qu'on a affaire à quelqu'un qui a lui-même eu une expérience de la gestion de ressources humaines à la tête de son institut Henri Poincaré. Après, il n'y a pas non plus, il n'y a pas matière à en faire tout un paquet de pataquès. À mon avis, il y a d'autres controverses. Non, mais il y en a d'autres, on va en avoir d'autres, mais ça, c'est la dernière. Celle-là, c'était péjoratif de dire... Il n'y a pas matière, mais en plus, il dit, je pense, dans le même... Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas matière? Je veux dire, ça peut être un sujet, d'ailleurs, il a été traité. Mais dans la même phrase, il dit, mais on va leur apprendre à ces nouveaux députés venant de la vague Macron, ce qu'est un contrat de travail, ce qu'est la précarisation du monde du travail, etc. Mais... pour le coup, il y a eu aussi la réponse que j'ai bien aimée. J'ai une expérience, je sais ce que c'est, les contrats de travail. Mais ce qu'il y a dans la... Je veux pas, on va peut-être pas avoir une émission trop psychologisante sur Jean-Luc Mélenchon. Vous avez tort, parce que c'est exactement ce qu'on veut. C'est précisément une émission psychologisante. Aime bien aller taquiner, aime bien parfois, y compris lancer des piques, des fois être un peu plus rugueux dans l'affrontement politique ou médiatique. C'est un exercice qu'il aime bien, qui d'ailleurs, en termes de stratégie de communication, lui rapporte pas mal, puisque c'est repris et ça tourne. Oui. Et il n'aime pas, à contrario, être sujet, lui, à des petites phrases. Mais je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est les faits. Voilà, c'est un trait de caractère. Il aime bien se moquer, il n'aime pas qu'il y ait un retour. Les proportions sont peut-être pas les mêmes. Olivier d'Artigol. Les proportions sont peut-être pas les mêmes, vous me l'accorderez. Oui, on pourra. Oui, Olivier d'Artigol. Mais qu'on envoie, oui, c'est vrai. Il faut se préparer à recevoir. C'est vrai. Ça, c'est les faits. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est de décrypter, de commenter, d'analyser. Comment vous analysez cela, alors que je salue l'arrivée sur le plateau, il va passer devant la caméra, d'Éric Coquerel, qui est député de la France Insoumise de Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, super. On parlait de Jean-Luc Mélenchon, qui est votre patron. Et on n'en disait pas forcément du bien, ce début d'émission. Ça, c'est un classique. Ça m'étonne. Non, mais, j'avais compris que je n'étais pas venu pour que vous disiez du bien de Jean-Luc Mélenchon, c'est une habitude. Mais vous avez tort, parce qu'on peut en dire du bien aussi. On en dit parfois du bien quand on souligne. Vous noircissez un peu le tableau, parce que l'épisode qui a été montré en début d'émission a plutôt été un épisode qui n'était pas aussi tonitruant que ça. Bon, on soulignait qu'il y avait deux Jean-Luc Mélenchon. Il y a le Jean-Luc Mélenchon lyrique, séduisant, pédagogue, charismatique, quand il est sur la scène, et un autre Jean-Luc Mélenchon qui est parfois, disons-le, insultant. Et je citais tout à l'heure, lorsque il dit Bernard Cazeneuve est un assassin, lorsque un journaliste de C'est à vous... ça comme ça, mais enfin bon, continuez. Lorsqu'il dit un journaliste de C'est à vous, c'est une hyène. Un autre est qualifié de sale con. François Hollande, qui n'échappe pas à son ire, pauvre type. Donc on soulignait ces deux aspects de sa personnalité. On essaye tout simplement de comprendre. Bien sûr. Bien. Et vous voulez que je vous réponde là-dessus ? Pourquoi pas ? D'accord. Moi, je ne crois pas qu'il y ait deux Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il y a deux façons d'aborder Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Quand on pense qu'il ne peut pas gagner, en général, les médias lui trouvent toutes les qualités. Et puis tout d'un coup, quand il se retrouve en capacité d'être au deuxième tour des élections, là, tout d'un coup, pendant 10 jours, ça peut se déchaîner sur le même personne. Voilà ce que je pense. Vous me parlez de François Hollande. Moi, je trouve que vous pourriez m'expliquer pourquoi François Hollande, la dernière semaine de la campagne présidentielle, alors même que Jean-Luc était en capacité d'être au deuxième tour, ne trouve rien d'autre à faire que de le traiter de dictateur sans avoir un seul mot contre Marine Le Pen, soi-disant sa principale adversaire. Et donc, voilà, je pense que c'est vous qui construisez très largement un espèce de jeu médiatique autour de ça. Jean-Luc, c'est le même, qui a un parler franc, qui est en même temps très certainement aujourd'hui celui qui manie le mieux l'éducation populaire et qui prend le plus au sérieux les électeurs. Raison d'ailleurs pour laquelle non seulement il a eu 19% des voix à la présidentielle, mais plus encore pourquoi il a été élu à Marseille. Mais qu'il en a perdu quand même entre-temps. Il est passé de 19 à 11. Excusez-moi, alors ça c'est le problème, 57% d'abstention c'est un vrai problème. On estime que cette assemblée est très mal élue. Mais tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de son positionnement. Mais M. Macron, de combien est tombé M. Macron ? On peut regarder ça comme ça. C'est pas Jean-Luc Mélenchon seul. La République En Marche, elle est à 40 au deuxième tour des législatives. Elle est élue par 15% des gens. Si je peux me permettre, on est en train de comparer des totaux de suffrages exprimés qui ne sont pas les mêmes. Donc les rapporter des pourcentages, ça marche pas. Oui, moi, je parlais des sur un fond qui est une crise politique aggravée. Mais terminons sur cette entre guillemets dualité, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et je vous assure, il n'y a pas de procès ni à charge ni à décharge ce matin. On essaye de comprendre si c'est une stratégie. Par exemple,
est-ce que vous diriez, vous, à un journaliste, c'est une hyène? Ou est-ce que vous dites d'un journaliste, c'est un sale con? Est-ce que vous dites ça? Ou non? Personne Je dit ne me ça. rappelle pas quand Jean-Luc a exprimé ça, maintenant... Ah bah si, ça, il le dit. Ça, je peux avoir des mots durs à certains moments. Non, mais mais je ne sais pas. Moi, je sais. D'accord, parce que vous savez, mais je veux dire que je ne sais pas à quel moment ça a été exprimé, dans quel contexte. Je peux dire de quelqu'un qu'il est un sale con. Ça peut m'arriver. Mais si vous voulez, je considère encore une fois que vous avez... Et pauvre type de François Hollande, ça vous choque pas? Ah non, ce qui me choque le plus de François Hollande, je vous dis, c'est de traiter Jean-Luc Mélenchon de dictateur. D'accord. Donc le mot pauvre type sur l'ancien président de la République, vous trouvez que... Je trouve qu'à partir du moment où il n'a pas été du tout à la hauteur de sa fonction et qu'en plus il a fait exactement l'inverse de ce pourquoi il a été élu, excusez-moi, mais ça vaut quand même pour moi, c'est insultant vis-à-vis des Français. Même donc la fonction présidentielle, dans ces cas-là, vous la réduisez à une attaque à lui-même a contribué à dévaloriser la fonction présidentielle et le mandat sur lequel il a été élu. Donc moi, je ne vais pas en faire... Donc vous assumez? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Non, mais c'est intéressant d'avoir cet échange-là, parce que on peut aussi... Chacun, après, le fait avec ses termes. Jean-Luc, c'est un Méditerranéen, d'accord, c'est un Méditerranéen, ça vous a pas échappé. Oui. Bon, ça ne s'exprime pas forcément de la même manière que quelqu'un du Nord ou quelqu'un d'origine plutôt normande comme moi. Voilà, c'est une chose. Mais sur le fond, ce qui est intéressant chez Jean-Luc Mélenchon et ce qui fait son succès, d'accord, c'est à la fois effectivement un parler vrai, je pense que les gens lui reconnaissent ça, mais le fait de prendre toujours les citoyens pour des gens qui comprennent la politique et à qui, par exemple, vous pouvez faire des discours d'une heure qui font en sorte qu'à la fin, et ce qui est tout à fait frappant et qu'on a découvert dans la campagne, c'est combien des ados surdiplômés, intello, à Sciences Po, dans des grandes écoles. Non, mais moi j'ai découvert. Mais ne parlons pas de cas personnels. C'est ça qui est intéressant. Non, mais on essaye de comprendre pourquoi des gosses entre guillemets favorisés. Dans des beaux quartiers, des urbains se sont tournés massivement vers Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qui nous intéresse. Vous croyez que les gosses des quartiers défavorisés, comme vous parlent comme au XVIe siècle à la cour du roi de France? Non, ils parlent comme tous les jours. Donc ça les choque pas qu'à un moment donné, il y ait des termes qui soient utilisés dans la vie courante. C'est pas ça qui explique que. Je vais vous dire pourquoi les jeunes, pas seulement des beaux quartiers, des quartiers. Non, mais des jeunes intellectualisés, j'ai dit, cultivés. C'est-à-dire qu'à Sciences Po, ils étaient à 50%, je crois, pour Jean-Luc Mélenchon. Dans les quartiers populaires aussi, c'est d'abord, avant tout, parce que Jean-Luc Mélenchon défend un programme qui s'appelle l'Avenir en commun et qui est un problème qui répond à leurs problèmes. Voilà pourquoi, avant tout, les jeunes sont d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. On essaye de comprendre sans procès d'intention ce matin, bien évidemment. Mais on décrypte, on est vraiment sur la forme plus que sur le fond. Parlons un peu de fond, c'est pas mal. Je pense qu'il y a les deux dimensions chez Jean-Luc Mélenchon, on ne les découvre pas. Il y a une dimension qui fait de lui une personnalité politique en capacité de mener des campagnes avec un contenu d'éducation populaire dont on a besoin au regard du niveau général de politique et de discernement sur les enjeux, sur les défis d'avenir. Et il le fait avec un style qui est un style qu'il a théorisé d'ailleurs, disant que la conflictualité, sur certains moments, pouvait justement permettre au débat de s'aiguiser. Il le fait avec son tempérament, qui peut parfois faire tourner des choses en boucle dans les chaînes d'infos et qui peuvent susciter, des polémiques. Mais Thomas Guénolé. Je pense qu'il y a les deux. Même si ce matin on a mis le curseur plutôt sur la forme, parce que sur le fond, c'est vrai. C'est difficile de dissocier. Mais y compris, on pourra parler de la forme. C'est pour ça qu'on Thomas Guénolé et Charlotte Dornelas tout de suite après. D'abord sur la question, est-ce qu'il existe ou pas un Mélenchon bashing dans les médias? Alors moi je me suis amusé à le mesurer avec un instrument qui s'appelle Talkwalker. L'instrument c'est comment? Talkwalker, ça permet Walker. Parmi les possibilités, ça vous permet en mettant, en résumé, ça vous permet en mesurant sur un panel très large de médias le pourcentage de contenu négatif émis sur tel ou tel sujet. Et donc j'ai testé ça pour Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai utilisé comme référence comment était traité Emmanuel Macron dans le même temps. Et c'est intéressant de voir que sur la période mars-avril-mai, pour la présidentielle, vous avez un taux de contenu négatif de Jean-Luc Mélenchon qui est à 30% à peu près, et Emmanuel Macron, c'est à peu près à 25%. Donc il n'y a pas d'écart choquant pendant la campagne de premier tour de la présidentielle. Après, sur le mois de mai, Emmanuel Macron reste à peu près à 25, à la louche. Et pendant ce temps-là, lui, Jean-Luc Mélenchon, il passe la barre des 40% de contenu négatif dans les médias. Et à la fin du mois de mai, Emmanuel Macron est toujours autour de 25. Et pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon, lui, il passe la barre des 60. Même si il y a eu des controverses qui pourraient expliquer une évolution même si une actualité politique. Même si on admet ça, on se retrouve avec des taux de contenu négatif qui sont
beaucoup trop élevé dans des proportions hallucinantes. Donc il y a au minimum surréaction. Après, une page de publicité, vous continuez tout de suite après, parce que nous sommes tenus. Bien sûr que c'est passionnant. Oui, alors je précise pour les téléspectateurs, c'est pas un complot, c'est juste une page de pub. Mais non, mais... Voilà, non, parce qu'il faut rester serein. Mais vous pensez que nos téléspectateurs pensent que ce soit un complot? Non, nous avons des téléspectateurs qui décryptent, qui sont intelligents, qui nous écoutent chaque matin. À tout de suite. Nous interrogeons dans l'heure des pros sur Jean-Luc Mélenchon. Au-delà du fond, nous essayons de décrypter ces coups de gueule et évidemment qui vont continuer durant la législature. Très certainement, nous sommes avec Éric Coquerel, qui est député de la France Insoumise, de Seine-Saint-Denis. Vous êtes un proche, évidemment, de Jean-Luc Mélenchon. Thomas Guénolé, politologue. Olivier d'Artigol, porte-parole du Parti communiste. Et Charlotte Dornelas, qui est journaliste. Alors, vous allez reprendre ce que vous disiez parce que c'était intéressant. Vous soulignez qu'avant la campagne, pendant la campagne et juste après la campagne, les médias traitaient différemment Jean-Luc Mélenchon. Oui, en un mot, en fait, on est passé de... sur mars-avril-mai, on est à 30% de contenu médiatique négatif sur Jean-Luc Mélenchon. Sur le mois de mai, on passe la barre des 40. Et sur la fin mai, on passe la barre des 60. Donc il y a un vrai problème. Mais il y a eu l'entre-deux tours. Peut-être qu'il y a des raisons. C'est-à-dire que l'entre-deux tours a pu choquer la position de Jean-Luc Mélenchon. Je résume pour ceux qui nous ont pris seulement maintenant. Ouais. C'est effectivement, quand bien même on admettrait qu'il y aurait des motifs pour que se déclenchent des contenus négatifs, les proportions que ça prend, elles, ne sont pas explicables par autre chose qu'un parti pris négatif. Après, sur le... Un parti pris négatif? Oui, un angle éditorial. Un angle éditorial majoritairement négatif. Attendez, juste, excusez-moi, je voudrais préciser quelque chose, parce que pour pouvoir rendre la parole en réalité, c'est sur la baisse entre la présidentielle et la législative, vous en parliez tout à l'heure. Et je voudrais préciser qu'il y a un danger dans une analyse, j'essaye moi de le faire le moins possible, c'est la surinterprétation, c'est-à-dire envisager des explications sur des phénomènes électoraux sans avoir de preuves. Et là, en l'occurrence, c'est parce qu'il y a telle ou telle controverse qu'il y a une baisse de la France insoumise entre la présidentielle et la législative. Charlotte Dornelas, qui n'a pas encore parlé. Charlotte Dornelas. Excusez-moi juste, je donne cet élément et puis après je m'arrête là. C'est juste de dire, il y a deux éléments qui suffisent pour expliquer la baisse factuelle. Un, il y a 4 points de vote utile pour Mélenchon, vote utile de gauche, qui n'étaient pas du vote d'adhésion. Donc ceux-là, il les perd tout de suite. Et ensuite, les jeunes et les pauvres sont les catégories qui s'abstiennent le plus en dehors de la présidentielle. Et ils ont surtout voté Mélenchon. Et donc ces deux éléments-là, la surabstention des jeunes et des pauvres et la perte du vote utile de gauche, suffisent à expliquer la baisse plus forte de la France insoumise que des autres. Et j'ai fini. Charlotte Dornelas, la vraie question, c'est est-ce que les médias ont changé leur position sur Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour, où Jean-Luc Mélenchon n'a pas clairement dit qu'il ne voterait pas contre Marine Le Pen? Alors, il y a évidemment ça qui a joué, puisque beaucoup de gens l'ont commenté. Moi, j'ai été la première à dire que Jean-Luc Mélenchon avait été le seul, finalement, dans ce second tour à respecter, en l'occurrence, ses électeurs. Et on ne peut pas soupçonner, a priori, de le faire par idéologie. Mais effectivement, il arrive au soir du premier tour, il dit « Excusez-moi, je ne vais pas décider à leur place », sachant en plus que voilà, l'électorat est parfois difficile à analyser. Il y a beaucoup de médias qui ont reproché à Jean-Luc Mélenchon, en fait, de ne pas donner de consigne de vote. Alors, déjà, le reproche à Jean-Luc Mélenchon, c'était assez énorme, mais en plus que des médias exigent à sa place des consignes de vote, c'est quand même assez énorme. Ça, c'est sûr que ça a joué. Mais au-delà de ça, je pense que la relation qu'il y a entre Jean-Luc Mélenchon et les médias, ils se le rendent bien l'un et l'autre. C'est un très bon client pour les médias, Jean-Luc Mélenchon. Il a toujours la petite phrase, il parle très bien, il a un génie politique qui est absolument évident sur un plateau de télévision ou à un micro. C'est très bon pour tous. Et Jean-Luc Mélenchon, de l'autre côté, pour revenir un peu, est-ce qu'il y a deux Jean-Luc Mélenchon? Il est normal qu'il ne se comporte pas de la même manière quand il est en meeting en face de potentiels électeurs et devant un micro. Et je vais juste citer une phrase qu'il a donnée parce que je pense que le fond explique la forme. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un de très formé et donc ça ressort nécessairement sur le fond. Il disait tout transformer en conflit tout le temps parce que c'est ça qui provoque la conscience et rompt l'évidence. Et il dit, selon lui, l'expression de la colère est considérée comme une vertu dans les milieux populaires alors que la classe moyenne, à la lisière de la classe moyenne supérieure, est la championne de l'évitement. Et je pense que quand il explique... Donc on est dans la théorie, effectivement, du clash. Bien sûr. La théorie du buzz, pourrait-on dire. Jean-Luc Mélenchon est trotskiste et voilà, ça se voit effectivement là, c'est François évidemment. Delapierre, en fait, qui avait théorisé ça, son ancien principal lieutenant. Qui est décédé. Qui est décédé, effectivement, et qui appelait ça la méthode du moteur à explosion. C'est-à-dire que vous provoquez une explosion, c'est-à-dire une confrontation, et l'attention que ça draine immédiatement, la dramatisation que ça crée, vous permet de faire passer un message que personne n'aurait écouté sans cette explosion. Mais j'aimerais revenir sur ce que disait Thomas Guénolé. Olivier d'Artigol. C'est intéressant sur ce qui s'est passé de la présidentielle à la législative. D'abord, Jean-Luc Mélenchon a mené une campagne très présidentialisée.
dans son style, très personnalisé en tout cas, avec un succès remarquable, puisque frôler les 20%, jouer la qualification à si peu, puisqu'il y a eu 4 candidats entre 19 et 24%. Donc il y a eu véritablement là un événement politique. Quelque chose de très important, c'est que pour la première fois, cette candidature a permis de remonter du terrain concernant le vote jeune et ouvrier, ce qui était quelque chose de très important au regard de la séquence politique qu'on a vécue par le passé. Mais après, quand on mène une campagne aussi présidentialisée, j'ai envie de dire, bien évidemment, derrière, il y a les processus institutionnels, démocratiques, électoraux qui font qu'il n'y a quasiment plus de campagne législative. Et il y a un effet de souffle qui a d'abord profité, avec une majorité absolue, à Emmanuel Macron, et une campagne de second tour pour Jean-Luc Mélenchon, où en effet, il y a eu de l'actu politique le concernant, avec Marseille, avec ce qui s'est passé concernant le positionnement, concernant le second tour pour l'élection présidentielle. Moi, je crois à une chose. En tout cas, moi, c'est mon ADN politique. Quand le Front National est au second tour d'une élection présidentielle, il faut avoir un discours très clair. Peut-être pas donner une consigne de vote, mais dire pour ce qui nous concerne, quand on est responsable politique, ce qu'est notre choix. Bon, ce qu'il n'avait pas fait manifestement, et ce qui a été un divorce. Moi, je vais vous poser une question plus directe, que certains se posent. Et c'est une question sur l'homme. Et ils la traduisent comme je vais la traduire. Est-ce qu'il a pété les plombs? Non mais les gens disent ça. Pardonnez-moi, les gens disent ça. Il vient d'y avoir un tour de table sur le fond, j'ai pouvoir dire mon mot là-dessus. Vous pouvez répondre, mais il y a des gens qui ont dit, voilà, il pensait être au deuxième tour. Donc il n'a pas pété les plombs. Donc je vous réponds, il n'a pas pété les plombs, comme ça l'a dit. Je vous ai répondu. Mais je voudrais revenir sur la discussion précédente. Bon. Vous disiez, vous interrogiez sur le fait que les médias ou pas avaient un parti pris. Moi je vous dis oui, il y a une partie des médias qui ont un parti pris. Et si on voulait à un moment donné s'en souvenir, il suffirait de se rappeler de la campagne du référendum sur le traité Conseil européen, où à peu près tous les médias qui font, les éditorialistes qui font, étaient sur la pensée unique, comme quoi finalement on était tous des nationalistes, des retardataires, etc. Bilan, ils n'ont pas compris pourquoi 55% des Français refusaient le traité Conseil européen. Et à certains moments, et moi, je pense que ce n'est pas... à certains moments, c'est le même réflexe. Et le même réflexe est venu vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Je vous l'ai dit au début de l'émission, mais je le répète. À partir du moment où, pendant les présidentielles, il s'est avéré qu'il était peut-être en capacité d'aller au deuxième tour et donc en capacité de gagner l'élection parce que le duel Macron-Mélenchon n'aurait pas été le même que le duel Macron-Le Pen. Et pendant les législatives... Pendant les l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron... Mais bien sûr qu'il l'aurait gagné. Moi, je vous dis qu'il l'aurait gagné. Ah, oui, mais je viens de remporter... Je viens de remporter un duel par rapport à En Marche qui montre que nous sommes en capacité. Projet contre. Non, mais c'est pas le problème. Pardon. Je pense que projet contre projet, la France n'est pas majoritairement pour la dislocation du code travail. La France n'est pas majoritairement pour des idées de plus en plus libérales. Donc s'il y avait eu ce débat, je pense que Jean-Luc avait en tout cas beaucoup plus de chances que Marine Le Pen de l'emporter. Mais je pense que le système ne le voulait pas. Je pense que le système ne le voulait pas et que certains de vos confrères qui font la pluie et le beau temps et qui incarnent la pensée unique ne le voulaient pas. Mais quels médias, quels hommes? C'est ça, moi, quand j'entends ça, j'ai envie de... Mais qui? Qui nommé quel média? Il suffit de regarder tous ceux qui se partagent, en général, le fait pour les uns d'être à France Inter, qu'on retrouve après sur la 5, etc. Il y a à peu près une vingtaine de noms et qui, quelque part, incarnent justement cette pensée unique. Vous venez de dire l'exact. C'est un pouvoir et je pense qu'il l'incarne. Mais je vous réponds. On ne peut pas être d'accord, mais je vous dis la deuxième chose que je dois dire. Je peux vous répondre. Non, mais la deuxième chose, je vais vous donner un exemple de parti pris. Vous parliez du deuxième tour et j'entendais Olivier d'Artigol expliquer, reprocher encore une fois à Jean-Luc Mélenchon le fait que... Non, je donne mon sentiment sur les sentiment, mais des reproches. On peut ne pas être d'accord. Bien sûr, mais il y a de la diversité politique dans. Ce que j'observe, c'est que d'abord sur le long terme, nous avons fait baisser le Front National. France Insoumise. C'est vrai. Parce que s'il n'y avait pas eu la campagne de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, des militants du Parti communiste français, et puis des militants à 30%, attendez, laissez-moi terminer. À 30% des voix, n'aurait pas terminé à 23. Et je pense qu'elle a été considérablement affaiblie. Et dans des villes comme Marseille, pour la première fois, le Front National n'est plus en tête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. On avait beau le répéter, mais entre les deux tours, les médias nous disaient « Mais pourquoi, comment faites-vous pour envoyer dos à dos Marine Le Pen et Emmanuel Macron ?» Chose incroyable, parce que je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon a dit « Pas une voix pour Marine Le Pen », il n'a pas dit « Pas une voix pour Emmanuel Macron ». Mais pour autant, pendant 2 semaines, tout le monde a été quand même troublé, vous le savez bien, vous jouez sur les mots. Non, vous dites ça, il y a des gens tout le monde a été troublé. Dans notre électorat, dont Jean-Luc Mélenchon avait le rôle pour justement le consolider pour l'avenir, de le fédérer sur des avis différents, les gens n'ont pas tous été troublés, ce n'est pas vrai, loin de là. Mais je vous dis surtout que c'est une contre-vérité. Donc oui, il y a un travail médiatique, il y a un travail médiatique de démolition qui a continué pour législative.
parce que se jouait l'avenir politique du pays. Je suis d'accord, mais si on peut vous interrompre, moi j'ai une conviction dans ce métier, c'est que les médias ne font rien du tout. Ils suivent toujours. Et je vais vous citer à juste titre l'élection du référendum. Peut-être raison. L'élection du référendum où toute la classe médiatique était pour le oui, et à l'arrivée, c'est le non qui a gagné. De la même manière que toute la classe médiatique tape sur le Front National depuis 30 ans, et ça ne n'empêche pas le Front National d'être plus tôt. Donc je pense que c'est en déroulant les tapis rouges. Non, mais là, vous parlez des médias, la classe médiatique, voilà, au sens très très large. Vous voyez, les leaders d'opinion, je mets dedans, les artistes, etc. Donc je pense que tout ça a très peu d'influence. C'est d'ailleurs pour ça que vous parliez des jeunes, je reviens là-dessus. Oui. Et que les gens sont assez aujourd'hui matures pour faire... Nous avons fait nos propres médias pendant l'élection, notamment sur les chaînes YouTube, etc., qui a bien marché, et qui explique aussi que non pas que la pensée de Jean-Luc Mélenchon, le contenu du programme, justement, a permis de toucher des secteurs qui n'étaient pas touchés jusqu'à maintenant, et qui explique qu'un jeune sur 3 est voté pour Jean-Luc Mélenchon. Denis Siffert est avec nous. Il est éditorialiste à Politis. Il est au téléphone. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Mélenchon et les médias. Je lui dis bonjour et je lui demande de nous excuser parce que ça fait quelques minutes qu'il est en ligne avec nous. Est-ce que vous diriez, Monsieur Siffert, Denis Siffert, que les médias sont anti-Mélenchon ou au contraire, est-ce qu'ils, comme disait Charlotte Dornelas, se servent de Jean-Luc Mélenchon? Quelle est votre analyse? D'abord, moi, j'aime pas beaucoup la formule les médias. Je ne veux pas beaucoup globaliser. Moi, je suis dans un journal qui est engagé et qui ne se sent pas forcément solidaire de la corporation, comme on dit, et en particulier de cette corporation des quelques éditorialistes. J'entendais, je crois que c'était Eric Coquerel qui en parlait tout à l'heure, et qui sont sur tous les plateaux de télévision à répéter inlassablement toujours les mêmes choses. Donc je me sens pas de ce clan-là, et les médias, ça ne me satisfait pas comme formule. Maintenant, pour répondre directement à votre question, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de médias, en effet, qui lui sont hostiles pour des raisons de contenu politique, et pas nécessairement des questions de Foucade ou les mouvements d'humeur de Mélenchon bien connus, mais et en même temps, en même temps est très à la mode en ce moment, et en même temps, il se sert, bien entendu, parce que c'est un bon client. C'est effectivement un bon client, il fait de l'audience. Donc il y a quelque chose d'un peu pervers de la part de certains médias dans le traitement du discours de Mélenchon. Eh bien, écoutez, merci d'être venu avec nous ce matin, Denis Siffert. C'était intéressant et je rappelle le livre que vous avez écrit qui s'appelle Mélenchon et les médias. Je voudrais qu'on écoute juste ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, par exemple, sur Emmanuel Macron, parce que c'est le style, d'une certaine manière, Mélenchon, et vous allez pouvoir le décrypter. Dire d'abord si vous êtes d'accord, parce qu'il y a quelque chose, on le dit, d'assez offensif et qui peut être parfois à la limite de l'insulte et en tout cas, pourquoi pas blessant. Écoutez ce qu'il a dit en meeting. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir la scénographie parce qu'on a l'impression que c'est quasiment un homme d'un one-man show sur scène avec des gens qui rient, etc. C'est les mêmes principes du spectacle. Ça ressemble aux conférences TED en réalité sur la forme. Aux conférences TED. Moi, ça me rappelle la mise en scène sur la forme. On parle pas uniquement de la forme. Oui, on parle de la forme. Ça ressemble énormément aux conférences TED où vous avez une personne qui est en micro-cravate et qui est en train de circuler sur une scène. Et la scène n'est pas dans un rapport, surplombant où vous avez la scène et le public en contrebas. Vous avez en fait une scène généralement ronde et la personne se promène et autour vous avez le public. C'est une disposition qu'ils ont utilisée, ça fait plus d'1 an qu'ils l'utilisent. Bon. Mais sur le fond de ce qu'il dit, alors la forme... Juste brièvement, on retrouve quelque part... quelque chose qui ressemble au moteur à explosion, si je peux me permettre. C'est que ça commence avec des vannes, pas méchantes honnêtement, sur Emmanuel Macron, et derrière, plutôt intéressant. Et derrière, les bourriffés, mais il n'est pas du tout bourriffés. Ça attire l'attention parce qu'il y a une vanne envers Emmanuel Macron, mais derrière, de quoi il est en train de parler? De l'ubérisation avec un propos de fond. Donc on retrouve la conflictualité initiale. Mais de manière très caricaturale quand même, parce que c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a du populisme chez Jean-Luc Mélenchon? Et là, je vous pose la question avec ce mot valise. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mot valise, populisme. Mais je pense qu'en fait, c'est la vraie question. On parle en permanence du lien de Jean-Luc Mélenchon avec les médias. La vraie question qui se pose pour Jean-Luc Mélenchon et qui va se poser demain encore, c'est sur cette question du populisme. C'est la relation de Jean-Luc Mélenchon avec le peuple. Quel peuple l'a élu? Quel peuple vote pour lui? Il y a effectivement, on a vu sur les cartes, la cartographie, il y a beaucoup les banlieues qui votent pour lui. Il y a effectivement une partie de la jeunesse très déçue par la gauche ou alors qui ne pouvait pas faire confiance à Benoît Hamon pour des raisons évidentes de résultats, qui s'est tournée vers Jean-Luc Mélenchon. Mais quand on se positionne en permanence hors du système, il faut bien donner des gages, même sur la forme, d'être hors système.
attaquer Emmanuel Macron, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, l'agressivité a certaines vertus par rapport à cette population-là. Mais la vraie question, c'est qui est Jean-Luc Mélenchon? Moi, celle qui m'intéresse, c'est par rapport à ce peuple-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer aussi le fait qu'il n'appelle pas, qui donne pas de consigne de vote très claire, même si effectivement il a dit ni l'un ni l'autre entre second tour, c'est qu'il y a quand même un électorat qui est partagé entre les deux. C'est d'ailleurs le terme de populiste, on l'a collé à Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen elle-même a cru qu'elle pourrait rassembler tous les gens qui avaient dit non en 2005, ce qui était parfaitement faux. Mais du coup, en faisant basculer une partie de son discours vers la gauche, elle rend crédible la parole de Mélenchon par rapport au peuple. La seule chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui c'est d'abord un militant de l'UNEF, qui passe par le PS, qui crée le Parti radical de gauche, qui est contre l'immigration et qui vote le traité, enfin qui vote Maastricht. Donc il y a un moment pour l'immigration. Parce que le Parti radical de gauche, en fait, vous faites référence au parti de gauche, je crois. Non, parce que le Parti radical. Vous êtes éloigné de cette question. Est-ce qu'il est populiste et quand? Moi, c'est pour ça que cet extrait était intéressant, parce que l'ubérisation, il force le trait. Évidemment que l'ubérisation... Il suffit de regarder la loi travail aujourd'hui, vous voyez qu'il ne force pas le trait, il est exactement la vérité. On est en train d'inventer les CDI à projet. Mais qu'est-ce que les CDI à projet, si ce n'est le travail à la tâche, sur une tâche précise? Donc non, moi je me demandais quel extrait vous alliez proposer. Je trouve que l'extrait, il est éclairant de justement le fait que nous décrivons une situation. Et les gens sont protégés. Le travail à la tâche, le contenu du projet qui vient d'être posé sur la table du gouvernement, que Le Monde a révélé hier, CDI à projet, c'est du travail à la tâche, ce n'est rien d'autre que l'ubérisation. Quant au terme ébouriffé, tout ça, excusez-moi, c'est quand même mieux que le terme de pédalo. Bon, voilà, par rapport à ce qui s'est dit là, d'abord, c'est vrai que dans l'extrait, il n'y a rien de... il n'y a rien qui puisse, moi, me faire sauter sur ma chaise. Il y a quelque chose de rigolo, d'assez amusant au début, puis après un vrai travail de conscientisation sur ce qu'est l'ubérisation. Ça va être un vrai sujet. C'est déjà un premier sujet et ça va s'aggraver. Après, sur populisme de gauche, il y a en effet un débat. Mais c'est un débat, j'ai envie de dire, qui existe. C'est une notion qui a été évoquée, travaillée dans des moments d'université d'été, dans des discussions. La question est de savoir si, au regard de la décomposition-recomposition politique, on peut reconstruire une gauche de transformation sociale à partir du score remarquable de Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce qu'il aura la capacité, c'est ça le questionnement, d'avoir une attitude de respect, de dialogue, de passerelle en direction de partenaires avec qui il peut partager l'essentiel. Et vous trouvez que c'est pas le cas? Pas beaucoup, dans le sens où il y a un problème, je le dis tranquillement. C'est-à-dire que Jean-Luc manque de respect. Attendez, mais je peux pas vous couper. Non, mais pardonnez-moi, je peux pas vous couper. Allez-y. Donc c'est insupportable. Donc vous trouvez qu'il manque de respect vis-à-vis du Parti communiste? Sur la dernière période, je préfère regarder de l'avant, mais dire de nous que nous sommes la mort et le néant, ça a suscité du froid. Je voudrais terminer de prendre rendre public des textos privés. Mais c'est vrai que oui, c'est une nouvelle méthode politique. C'est vrai que la mort et le néant, c'est pas. Mais là, on ne comprend pas, parce que là, vous allez pouvoir répondre, mais on comprend pas. On peut. Je pense concrètement qu'on peut avoir des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon, heureusement. C'est-à-dire que la vie est ainsi faite, notamment le débat politique. On peut partager des choses, être en adhésion avec Jean-Luc Mélenchon sur des sujets, et on peut être sur d'autres en désaccord, dire non. Pour nous, ça doit se passer autrement. Voilà pour ce qui nous concerne, là où nous en sommes. Sans être... j'ai envie de dire traité comme nous le sommes. La mort et le néant. Vous avez traité le Parti communiste, la mort et le néant. Non, ce qui se passe, c'est que Jean-Luc a envoyé des textos. Vous dites Jean-Luc d'ailleurs, c'est très marrant comme vous. Non, mais c'est très intéressant même dans la forme. Excusez-moi, dans la forme, je l'appelle. Oui, mais tout le monde. Oui, mais. Je suis d'accord avec vous, mais tous les leaders qui viennent sur un plateau ne parlent pas de leur chef en disant Nicolas, Emmanuel, vous voyez etc. Pourquoi la personnalisation et la présidentialisation, ça n'a pas tellement lieu chez nous, puisque effectivement, je dis Jean-Luc naturellement. Oui, mais c'est peut-être au contraire. Je trouve que je l'interprète exactement à l'inverse. Non. Enfin bon, allez, on va dire Jean-Luc Mélenchon, comme ça on va arrêter là. Mais non, mais c'est intéressant. Non, mais oui, c'est sûrement intéressant. Donc Jean-Luc Mélenchon. Et ça semble vous agacer. Vous savez, quand vous envoyez des textos, par exemple, à certains moments, vous pouvez vous estimer que c'est de l'ordre privé. Vous pouvez avoir des formules qui ne sont pas des formules publiques, qui sont des formules privées, avec tout ce que contient justement ce genre d'échange épistolaire. Je suis d'accord. Bien, sauf qu'un texto, c'est quelque chose justement de privé. Et le voir mis dans le canard enchaîné, rendu public
par Pierre Laurent, puisque c'était à Pierre Laurent qui s'adressait, est quelque chose qui nous semble problématique dans le type de fonctionnement et que nous regrettons. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce texto? Le Parti communiste français était la mort et le néant. Il y avait un certain nombre d'échanges, mais je peux vous assurer que de l'autre côté, si on voulait énumérer à un moment donné les attaques que Jean-Luc subit, y compris quand il est au front et en première ligne, y compris de certains partenaires, je pense qu'on pourrait y passer l'émission. Mais moi, ça m'intéresse peu. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le fait, puisqu'on parle de recomposition d'avenir, puisque là, on parle du fond, c'est qu'on a aujourd'hui un paysage qui se recompose de manière globale. C'est-à-dire, je considère que les partis, comme le Parti socialiste, sont arrivés en bout de course pour ne plus être utiles. Il y a une recomposition du côté En Marche, on va dire, du camp libéral, pour aller vite, et il y a une recomposition à venir de notre espace. Et de ce point de vue-là, France Insoumise, puisque vous me parlez du résultat du deuxième tour, je vous signale que pour un mouvement qui a 1 an d'existence, est à 11% des voix. Si on additionne les 3% du Parti communiste, on n'est pas loin on est à 14, donc on n'est pas dans une déperdition extrême. Déperdition extrême par rapport. Il y aura un groupe parlementaire, il y a des camarades, il y a des femmes et des hommes. On n'est pas dans une déperdition extrême, mais j'ai jamais dit l'inverse. Donc on n'est pas dans une déperdition, y compris des gens des communistes qui étaient avec France Insoumise, puisque nous avons même y compris un. Donc c'est une force qui existe et vous avez raison. Personne ne contestera ça. Par contre, je vais vous dire une chose, je considère, oui, et ça je l'assume, que je crois que la recomposition à venir passe par le fait que nous soyons dans un même mouvement à l'avenir et non pas, j'allais dire, dans des partis différents qui sont hérités du XXe siècle. Donc il doit venir. Donc le PC doit s'arrêter. Ça fait longtemps. Olivier le sait, c'est quelque chose que j'assume. Donc le PC, vous devez rentrer dans France Insoumise. Thomas Guénolé. Non mais Thomas Guénolé, la parole circule. À votre question, Pascal Pro. On peut exister sans se soumettre à la France Insoumise. L'union fait la force. C'est un débat politique. C'est une démarche. L'union fait la force, comme dit l'autre. Non mais se pose à Jean-Luc Mélenchon, juste un mot là-dessus, mais se pose à Jean-Luc Mélenchon exactement la question que s'est posée encore une fois au Front National. C'est la question des alliances demain, mais c'est aussi la question de... Tout le monde dit Jean-Luc Mélenchon a très bien réussi, effectivement, présidentielle, c'est sans conteste. Derrière les législatives, il arrive quand même à l'Assemblée avec un fort groupe communiste, et on sait très bien que les communistes sont excellents au niveau technique à l'Assemblée nationale, au Parlement, et que ça ne va pas être simple. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas simplement arriver et dire... On s'est vu avec André Chassaigne hier, alors on parle de choses. On ne va pas passer 5 ans en rivalité en concurrence. André Chassaigne du Parti communiste. Avec le groupe, non pas communiste, le groupe GDR, dans lequel il y a 11 députés communistes. Bon, nous avons un groupe de 17 députés, y compris des gens comme Clémentine Autain, François Ruffin, etc. Nous allons jouer pleinement notre rôle. Je pense que nous serons... je continue à penser qu'on est la pierre angulaire d'une recomposition d'avenir, mais nous n'allons pas... on va taper en même temps sur les projets de gouvernement. Donc on ne va pas pendant 5 ans être rivaux avec le Parti. Thomas Guénolé. De toute façon de la gauche. Moi, Thomas Guénolé. Sur la communication de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise d'une part, et sur le traitement médiatique de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise d'autre part, il y a un point sur lequel je n'ai pas la réponse, mais j'ai juste une question, c'est est-ce que c'est la France Insoumise qui s'explique mal, ou est-ce qu'il y a une part de mauvaise foi chez une partie des médias dans la façon de les traiter? Je vais donner quelques exemples. Ils essayent de dire pas une voix pour le Front National, ça donne, il n'a pas pris position entre Le Pen et Macron. Ils essayent de dire il faut la paix avec la Russie, ça donne, ils sont pro-Poutine. Ils essayent de dire sur la Syrie, comme l'Assemblée générale de l'ONU, il faut des négociations puis des élections, ça donne, ils sont pro-Bachar el-Assad. Attendez, je termine. Pardonnez-moi, on joue sur les mots. Non, mais l'exemple le plus important, c'est l'exemple de la présidentielle. Deux derniers exemples. Ils sont d'accord avec certains éléments de ce qui se passe au Venezuela depuis l'époque Chavez, c'est-à-dire notamment la méthode de l'Assemblée constituante et du référendum révocatoire. Ça donne, s'ils sont au pouvoir, ça donne comme le Venezuela. Et ils disent il y a une responsabilité politique de Bernard Cazeneuve comme ministre de l'Intérieur dans la mort de Rémi Fraisse, ça donne, il a traité Bernard Cazeneuve d'assassin. Donc ma question c'est simplement, est-ce que c'est la France Insoumise qui s'explique très mal, ou est-ce qu'il y a une part de mauvais choix, c'est une partie des médias? Je vais poser la question. Alors je vais tenter une réponse. Et ça peut être les deux. Mais non, arrêtez. Et ça marche avec beaucoup arrêtez, vous jouez sur les mots. Franchement, vous jouez sur les mots. Éric Coquerel le sait. Parce que Jean-Luc Mélenchon entretient une ambiguïté. S'il ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté, le soir du premier tour, il dit je voterai Emmanuel Macron. Et ça lui écorcherait la bouche de le dire. C'est tout. Vous êtes d'un parti pris incroyable. Mais c'est pas un parti pris, pourquoi? Au nom de quoi vous estimez que Jean-Luc Mélenchon est dans le bien ou le mal selon ça? Mais je ne dis pas ça, je dis que s'il ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est ce qu'il dit. C'est pas une question d'ambiguïté. Mais non, mais attendez, c'est pas le bien et le mal. S'il ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté, ce n'est pas une question d'ambiguïté. Non, mais pas une question d'ambiguïté. Vous êtes d'accord avec moi? Attendez, non, je suis pas d'accord avec vous. C'est une question d'ambiguïté parce que c'est Marine Le Pen. Non, ce n'est pas une question d'ambiguïté.
d'ambiguïté. Que vous le vouliez ou non. Attendez, ce n'est pas une question d'ambiguïté. Tous ceux qui nous font des leçons d'antifascisme... Mais moi, je ne fais pas de leçons. Non, mais je ne parle pas de vous, d'accord? Je ne parle pas de vous, mais je vous réponds, vous posez une question. Tous ceux qui nous font des leçons d'antifascisme entre les deux tours, d'accord, qui sont les mêmes, je le répète, qui les 10 derniers jours de premier tour nous ont tapé dessus de manière préférentielle, y compris M. Cambadélis, etc. Excusez-nous, nous n'avons aucune leçon à recevoir. Nous ne pourrons pas faire abaisser le Front National à chaque fois simplement, à la veille d'un deuxième tour, à dire qu'il faut voter pour ceux-là même qui développent le Front National parce qu'ils font une politique qui sème la désespérance. Voilà la réalité. Donc, nous pensons que l'avenir, ce qui est nécessaire à l'avenir, c'est que la force que nous avons réussi à constituer soit maintenue. Et dans cette force, il y avait des opinions très diverses entre le vote blanc abstention et le vote Macron. Nous allons le respecter. Mais vous savez, le plus important, c'est qu'au soir du premier tour, 17% des gens qui avaient voté France Insoumise hésitaient avec Marine Le Pen. Il n'y avait plus que 7% en réalité à la fin. Ça veut dire que quelque part, là aussi, on a gagné. Merci à tous. C'était une émission spéciale Jean-Luc Mélenchon, davantage sur la forme, mais effectivement, on a parlé du fond. J'espère que tout le monde a pu s'exprimer. Tout le monde est satisfait d'avoir pu donner son opinion. C'est le but de l'heure des pros chaque jour. L'info se poursuit.